C'est bon, tout le monde est là? Ouais, je suis là. Ouais, c'est bon, je suis là. Ouais, c'est bon, prête. Dis donc, il est bien ce nouveau local d'enregistrement. Il y a de la joli, place, il y a des beaux câbles de couleur. Attendez-moi. Bah, si, non, parce que Joe. Hey. ça va? Ouais, t'as Ouais. Vous avez complètement oublié que je venais en fait. Bah mais bien, on est bah, 4 du accroche-toi. coup. Bah oui, Ah, mais on c'est vient. ce qu'on avait dit. Non, Non, c'est Non, un mais peu. on va faire la place. Vas-y. Ok, Bah, on va adapter l'émission. On va il reposer y a le- peut-être on dirait. moyen qu'il y en ait d'autres qui débarquent, je sais pas. Ah. Je dis Bon, peut-être. bah, T'es pas c'est déconné. tout, il y a de la place, on va se Ah serrer. bah tiens, regarde-le. Ça c'est ma main. C'est mon cul ça. Ça va? Oui, Et ça va. Ben, t'étais censé Ben. venir toi? J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ah super. Ouais, d'accord. Ok. Bon, non, ça va, ça tient encore là. On va commencer l'émission là avant que. Allez, laissez. Attendez. Poussez-vous. Là, je suis au micro. Non, ça va? Ok. On est bien en studio, on est cosy. Alors attends, donc là c'est bon, on peut y C'est le aller. cul de qui ça? C'est bon, on y va? C'est bon là, ça tient. Vous pouvez pousser dans les couloirs. Oh non! Il y a de la place là. Oh! Mais tu vois qu'il y avait de la place. Attends, je comprends pas. Grégo est pas là. Je croyais qu'il était là dans toutes les émissions. Bonjour et bienvenue dans ce 133e numéro de Comics Outcast. Bonne année! On est autour de la table avec plein de gens, sauf Grégo. On va dire bonjour à Joe, Oui, bonsoir. à Lulu, Salut. Nivrae, Sam Salut. et Adrien à la réalisation. Alors, on va faire le tour dans mon ordre. Joe, comment ça va? Bah écoute, ça va super. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ça va Tu peux super. me dire si t'as des trucs que tu es en train de lire en ce moment, par exemple. Des trucs que j'ai entendus? Que tu es en train de lire. Ah, que je suis en train de lire. Oui. Oui, En comics. non. Ça, Non, c'est fait. en fait. Alors, est-ce que tu peux nous non. parler de ce dont tu vas parler ce soir? Ah oui, tout à fait. Ce soir, je vais parler de Last God, une série de dark fantasy chez DC Comics sur leur Black Label. Original. Voilà. On va dire bonjour à Lulu. Bonsoir. Oui, non, mais on partage un micro. Bonsoir. Tu lis des trucs en ce moment? En ce moment, à part les trucs qu'on devait lire pour aujourd'hui, non. Sinon, j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu? Je ne sais plus. Eh ben, c'est pas grave. Fini Watchmen, la série. Yeah. Et j'ai lu God Country, enfin. Oh oui. Et j'ai commencé Family Tree, l'Emir Forever. Et de quoi tu nous parles ce soir? Alors, pour être bien de saison, je vous parle du mois de novembre. Ah, je remets avec le micro dans la bouche. On va dire bonjour à C'était Nive. pas encore la grève. Oui, Comment ça va? bien. Et est-ce que tu as des lectures toi en ce moment? Peut-être que tu as quelque chose à proposer, je sais pas. Bah non, parce qu'en fait, je me suis englouti tout de Wicked and the Divine. Et c'est un peu D'accord. long. Et de Vraiment. quoi tu nous parles toi comme ce Et soir? ben, je vous parle de The Marked. The Marked. Les marqués. Les marqués. Les marqués? Ouais, les tatoués, si tu veux. D'accord. Les marqués. Ils ont des traces sur les C'est bras bon. et tout. Et enfin, Sam, Ouais. de quoi tu nous parles aujourd'hui? Non, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Toi, tu lis plein de trucs, je le sais. Eh ben non, parce qu'il y a eu les grèves, figure-toi, et que moi je lis énormément dans les transports. Bah, Donc, là, j'ai pas de pu. transport, donc pas de lecture. Ouais, Eh ça ben, se résume Ah à ça. si, alors si, Rodanga. j'ai continué, mais en fait vous en avez déjà parlé ici, mais moi je continue les séries ongoing X-Men qui suivent en gros l'event House of X, Powers of X, Faudrait que je commence d'ailleurs. et je lis tout. Donc C'est bien. en fait, bah oui c'est super. Enfin on commence à avoir un peu à boire et à manger, mais dans l'ensemble c'est quand même très très bien. Bon, Hickman, on commence à. Ouais, c'est pas lui qui écrit tout, mais tu sens Mm. qu'il chapeaute le projet et que ça va dans une direction bien précise qui se dessine et qui me plaît. Donc je rends la parole à Sam du coup. Pardon. Ouais. Donc, du coup, je lis rien. J'ai fini Watchmen, pareil, et puis voilà. Et de quoi tu nous parles ce soir en comics? Moi, je vous parle d'une histoire d'enfants, de vaisseaux spatiaux et d'intelligence artificielle. Oui, en menu classique. Descender, Pourquoi, j'ai envie de dire. Voilà. Après, c'est pas loin. Et j'ai fait le tour. Bah, Joe, il nous parle de quoi? Ah, mais non, il nous a dit. Non, j'ai fait le tour. Ah, tu me mets le doute. Alors, elle écoute pas. En deuxième partie d'émission, on aura le droit. Oui, vous puez. En deuxième partie d'émission, pardon, on aura droit à un focus sur une série dont on a déjà parlé il y a des années. C'était The Wicked and the Divine. On fera un retour sur l'évolution de la Tu te souviens série. dans quel Comics Outcast c'était? Genre le 3 ou 4, un truc comme ça. Non, mais probablement. C'était il y a si longtemps. Et ce sera tout, parce qu'il n'y aura que 2 parties. Et j'imagine que les oiseaux autour de nous viendront faire des interruptions et des happenings ici et là. C'est comme une émission de Club Dorothée de fin d'année, vous allez voir. Mais on est en début d'année. De quoi on parle d'autre? Oui, voilà, c'est vrai qu'on est en début d'année en fait. C'est le temps, ça marche tellement bizarre. J'espère qu'on n'entend pas. Si vous êtes prêts, on va peut-être commencer l'émission. Comics Outcast numéro 133.
première de l'année 2020. Non, je connais. C'est aussi une émission trop bien. C'est parti. Style. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. C'est la première rubrique de l'émission. C'est l'asile, oui, mais c'est aussi la partie des revues. Les revues, ce sont des comics que nous avons choisis arrête de te moquer, hors antenne et que nous lisons de notre côté avant de les présenter ici aux autres chroniqueurs, mais aussi aux auditeurs pour se faire un avis un peu sur une idée, sur une histoire, mais pas trop en allant trop loin, sans trop spoiler, histoire que vous puissiez aussi avoir, vous aussi, la primeur de découvrir les plus grands twists de Très chaque sensuel, titre la dont manière on dont tu as parle. écrit tout ça. Je sais pas pourquoi. On va commencer avec quelqu'un qui n'est pas au courant qui va commencer, c'est Sam. Ah, c'est moi qui commence. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça, c'est les petites surprises. Eh ouais, non, C'est d'habitude, je un suis ordre toujours le dernier. toi en plus. Et tu vas nous parler de Sentient, un comics de Jeff Lemire à l'écriture et à la couleur, pardon. Gabriel Walta. Au dessin. C'est sorti chez couleur illustration aussi. TKO Studios, laisse-moi tranquille. C'est quoi TKO Studios, tiens? TKO Studios, c'est un nouvel éditeur qui est arrivé il y a un peu plus d'1 an sur le marché américain, un éditeur indépendant qui voulait proposer du coup un nouveau mode de lecture sur le marché américain. Et du coup, il propose des titres qui sortent déjà complets. Contrairement aux issues habituelles mensuelles. D'accord. Et du coup, ils ont décidé de sortir ça sous 3 formats. Le format donc TPB, direct avec toutes les issues. Ils ont aussi sorti, pour pas froisser un petit peu le lectorat habituel américain, des coffrets qui contient chaque issue, donc des coffrets de 6 issues. Pour rester dans ce format-là. Ouais, ils sont assez classe, ceci dit, un peu plus cher que le TPB pour le coup, et en numérique. Et du coup, alors sur ce titre-là, on a entendu Joe qui a fait une petite remarque sur la similarité de ce titre, en tout cas dans le pitch, avec un autre, dans l'espace avec des robots. Je dis ça pour vanner. Oh, tout de suite. Ike. Oh, ça fait longtemps qu'on va pas fait comme ça. Voyons. Donc voilà, de quoi tu peux nous parler, pardon, par rapport à Sentient. Sentient. Eh ben on est dans le futur, on est en 2105. Et on apprend assez rapidement que la Terre est devenue assez inhabitable, assez inhospitalière. Et donc on suit un groupe un équipage sur un vaisseau qui s'appelle l'USS Montgomery, qui est un engin spatial colonisateur qui est à la recherche de nouveaux mondes à conquérir. Et en fait, il s'agit un petit peu d'un jour spécial sur ce vaisseau, puisque c'est à la fois donc l'anniversaire de Lily, qui va avoir ses 10 ans. Et Lily, c'est la fille d'Alex Wu, un officier sur le vaisseau. Et du coup, en allant sur le chemin de la garderie pour passer sa journée, elle rencontre l'officier Jill Kruger et son fils, qui est Isaac. Et ensemble, ils vont à la garderie. Et Jill Kruger a l'air un petit peu anxieuse. Elle est très prévenante envers son fils. Elle lui dit surtout, pour une fois, tu ne quittes pas la garderie, tu fais pas ton cacou, quoi. et voilà, ils se retrouvent ensuite avec... donc les 2 officiers se retrouvent ensuite avec tout l'équipage dans une réunion, un débriefing, où ils expliquent, donc c'est le 2e point important de cette journée un peu spéciale, c'est qu'ils vont entrer dans une zone blanche où ils ne seront plus du coup en contact avec le reste de la colonie et de la Terre, parce qu'ils vont entrer dans une zone de radiation. Et la dernière chose qu'on apprend, c'est l'officier Wu qui l'explique au reste de l'équipage, c'est qu'une base importante de la colonie a été prise par les séparatistes, donc une faction qui est contre le développement humain dans la galaxie. Ils veulent plutôt développer les choses de façon différente pour qu'on ne recrée pas un désastre écologique comme il y a eu sur Terre. Et donc voilà, et ils entrent dans la zone blanche et d'un seul coup, l'officier Jill Kruger se lève, dit qu'elle est désolée, met un masque et décime tout l'équipage du vaisseau, en tout cas tous les adultes. Oh. Ouais, elle se décide d'aller vers la garderie où elle va retrouver son fils. Elle tue de sang-froid la gardienne de la garderie. Et Alex Wu, donc la mère de Lily,
réussit à donner ordre à Lié de tuer Jill Kruger juste avant de mourir elle-même. Donc on se retrouve sur un vaisseau où il n'y a plus du tout d'adultes, juste un équipage d'une dizaine d'enfants, dont la plus âgée est Lily, et qui va devoir un peu prendre le lead dans ce vaisseau, et du coup l'intelligence artificielle qui va servir un petit peu de mère, de chaperon à tout cet équipage, et des tensions dès le départ entre du coup Lily qui est l'aînée, qui a vu sa mère mourir, et Isaac qui lui du coup va se prendre un petit peu les fureurs du reste de l'équipage, des autres enfants, parce que sa mère a tué l'ensemble de leurs parents. Donc Lily prend le lead, mais je pense que... Vas-y. Lily, je pense depuis tout à l'heure. D'accord, c'est violent quand même pour... C'est assez violent, ouais, mais l'histoire est assez cool. Enfin, pas cool dans le sens, elle est drôle, mais vraiment, elle est bien prenante, elle est bien construite. T'as plein de sous-thèmes derrière. T'as l'enfance, t'as une histoire de parentalité avec cette IA qui va devoir apprendre à gérer des enfants. Il y a des histoires de revanche, il y a une histoire de deuil aussi, évidemment, puis de famille, toutes ces choses qu'on retrouve régulièrement chez Lemire, et qui arrive en plus, cette histoire, elle arrive étonnamment juste après Descender, un petit peu comme s'il voulait poursuivre quelque chose. Oh, ouais. Tu penses ? Je pense. Nivrae, toi, ton avis sur ce comics d'un auteur qu'on connaît peu, finalement ? Oui, alors il est auteur, mais il n'est pas dessinateur, on le rappelle. Et c'est juste un truc qui effectivement m'a gênée. C'est autant l'histoire est bien écrite, autant le dessin, j'ai eu un petit peu du mal. Donc j'ai vite accroché, j'aime bien les histoires d'IA et les histoires d'enfants abandonnés, ça me plaît beaucoup. Ça m'a fait penser un peu au film Mother qui est dispo sur Netflix avec une IA qui élève une petite fille, c'est un peu ça. Et il y a des très belles scènes hyper sanglantes quand l'IA tue la mère, c'est bien dégueulasse, il reste du sang sur le petit bras mécanique dont elle s'est servie pour dégommer la mère. Non, j'ai bien été embarquée là-dedans. Après, c'est vrai qu'il y a certaines cases et même pages où je sais pas, visuellement, ça me plaît pas. Ils ont tous des gros yeux. Il y a une espèce de... Je sais pas comment... C'est un peu fade au niveau des couleurs, comme s'il y avait une espèce de surcouche de fade. Je sais pas comment on peut appeler ça. Un filtre ? Un filtre moche. Un filtre fade. Filtre Insta moche ? C'est le filtre moche. Ouais, en fait, c'est hyper bizarre. Et t'aurais des fois besoin de trucs éclatants, mais même le sang est pas si éclatant que ça. C'est comme si on lissait automatiquement les couleurs. Mais sinon, l'histoire est super cool et je pense qu'il monte un univers, il nous montre quelque chose là. Parce qu'il y aura autre chose derrière, je pense. Tu penses ? Oui. À suivre. Joe, ton avis, c'est ta perception de ce... Alors, j'ai trouvé ça Sentient. super. J'ai trouvé ça super. Comme souvent chez Lemire, la fin de la première issue est assez estomacante et pas spécial. C'est même pas que tu as spécialement envie de lire la suite tout de suite. C'est juste que dans cette première issue, il arrive à poser des bases très très fortes et très très simples et un high concept qui moi me plaît beaucoup, à savoir effectivement d'une minute à l'autre une situation qui bascule et les enfants qui se trouvent livrés à eux-mêmes avec juste une IA pour les gérer. Et moi, contrairement à Nivrae, j'ai beaucoup aimé l'aspect visuel, même si effectivement il y a un aspect je reconnais un petit peu comme si effectivement il y avait un voile par-dessus les pages, mais ça m'a pas gêné, ça m'a même limite un petit peu rappeler certaines BD franco-belges. Alors, le style est très différent, mais ce sorte de voile, ça m'a rappelé quand je lisais les Bilal, tu vois, la trilogie de Nicopol. Mais il y a quand même des couleurs qui pètent là, ça manque, je sais pas. Alors, après, pour les couleurs qui pètent, j'en sais rien. J'ai vu que vous aviez tous les deux la même version TPB. Ouais. Faudrait voir s'il n'y a pas aussi, parce que le papier est un peu particulier, donc je me demande s'il n'y a pas un truc de... Voilà, bon là on gratte la petite bête et tout, mais je me demande si la qualité du papier ne joue pas un petit peu, parce que c'est un papier un peu mat, pas du papier glacé, donc je sais pas si ça rend pas les couleurs différemment, mais quoi qu'il en soit, moi je l'ai lu en démat. En démat et ça m'a pas du tout gêné et je trouve que ça part sur quelque chose de vraiment bien et d'assez tétanisant, quoi. Enfin, la manière dont la situation bascule, je vais pas dire les situations parce que pour l'instant moi j'en suis qu'au début, mais ce basculement de situation de départ, moi m'a complètement pris au dépourvu. Même si tu sens une certaine tension monter, tu sens qu'il va se passer quelque chose, mais en fait je m'attendais pas à un truc d'une telle ampleur et qui modifie dès la moitié de
la première issue, tout ce que tu pensais pouvoir t'imaginer de ce récit. Donc voilà, une fois de plus, Jeff Lemire qui pose des bonnes bases. Je vais évidemment continuer et lire la suite. Voilà. Et toi, Ludovic Désolée, je t'ai chauvé le micro dans la face. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est un gros oui. Je suis sans hésiter Lemire dans l'espace. Je le suis à la trace. J'ai beaucoup aimé c'est toujours un peu comme tu as dit, Sam, les thèmes qui lui sont chers sur la filiation, le fait d'être fils ou parent, fils, fille, enfant ou parent. J'ai beaucoup aimé et effectivement je pense que sur la qualité visuelle le papier joue beaucoup parce que comme toi je l'ai lu en démat et effectivement le papier est assez fin là dans les TPB c'est un truc bizarre. et il y a ce voile mat qu'il n'y a pas du tout dans la version démat. Donc ne laissez pas ça être un frein et on a tout de suite un comment dire. Du point de vue de l'histoire, c'est tout de suite très prenant sur la perte, le deuil. Voilà, dès la deuxième issue, c'est la chiale. Hein. Donc non, j'ai très. Voilà, si vous avez des enfants, faut y aller quoi. Faut ou des parents. Voilà. Si vous avez effectivement. Il faut leur apprendre à se débrouiller tout seul, quoi. Voilà. Ouais, grave. Et c'est étonnant. Il arrive toujours à se renouveler tout en racontant toujours un peu. Voilà, la même chose. Moi j'ai une question. Oui, mon petit. Bonjour Adrien. Il a grandi d'un coup. Oh là là, il a poussé. Bonjour si vite. Adrien. Je voulais savoir parce que tout à l'heure, Sam, tu disais que TKO proposait des histoires terminées. Ça veut dire que c'est un one shot. Alors a priori c'est un one shot, même si à la fin on nous laisse entendre que peut-être il pourrait y avoir autre chose, mais en tout cas ça se suffit à lui-même. Et tous les titres que TKO propose sont one shot, ou en tout cas proposent une histoire finie. Après il peut y avoir une suite, je sais pas. Sur les titres proposés en tout cas il n'y a pas eu de suite pour le moment. Moi je vais continuer à voir un petit peu ce que fait cet éditeur parce que c'est chouette. Et ce qu'il faut savoir du coup comme Lulu et Joe l'ont fait, le site TKO propose gratuitement la première issue en démat directement sur leur site. Il suffit d'y aller, t'entres ton adresse mail et t'envoies le fichier par mail. Donc c'est assez agréable. Ils ont lancé pas mal de noms, pas mal de séries. Je les ai prises là. Tu les vois ? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a déjà 8 titres proposés en un an. Et je pense qu'ils sont sur une bonne lancée. Pour revenir là sur l'édition papier, du coup, moi je trouve que c'est un beau tirage. Il est beau. Et en effet, il y a quelque chose d'assez sombre, mais pour moi, ça m'a pas gêné du tout. Je me retrouve vraiment dans un univers de SF assez froid. T'es vraiment dans un vaisseau perdu. T'es dans de la SF façon années 70 comme on en faisait quoi. C'est pas du space opéra. Il y a vraiment un danger autour de toi. Il y a une obscurité. Il y a quelque chose de sombre. Plus alien que les Gardiens de la Galaxie. On est bien d'accord. Ouais. Et alors par contre le papier est agréable au toucher mais il est assez fin et faire assez attention. Moi je me suis retrouvé souvent à sans le vouloir passer 3-4 pages comme ça et faire merde faut que je revienne là il y a un truc que j'ai sauté. Donc le papier est fin, il glisse facilement dans les doigts. Sinon tout est KO à côté. Oui. Tous mes idéaux, mes mots abîmés. Et il faut savoir que quand tu commandes tes TPB sur TKO, ils t'envoient un petit badge. J'ai eu un petit badge avec mes comics. Ah, trop bien. Ah ouais, et si vous voulez le prendre en France pour pas vous payer des frais de port méchants, parce que du coup ils sont très chers. C'est important. Chez Comic Zone, ils les ont récupérés, ils les vendent directement depuis leur site. D'accord. Cool, merci. Il n'y a pas le badge. Et dans les boutiques, ça arrive pas. Je sais pas. Okay. Je sais pas si quelqu'un en a vu, moi j'en ai pas vu. Zef, il lève la main. Ouais, TKO, ça veut dire quoi en acronyme ? Aucune idée. Voilà. Aucune idée. Tant pis. Tech Knockout. Un terme de boxe, Technical Knockout. Ah, Technical Knockout, ok, TKO. Ok. Et du coup, on va juste résumer. Donc, TKO, c'était le comic Sentient. En fait, j'ai pas de micro, donc je partage avec les autres. De Jeff Lemire et de Gabriel Volta à la couleur et à l'illustration. Deuxième titre cette semaine, il s'agit de November. Ça tombe bien, on est en janvier. Un titre de Mac Fraction à l'écriture et à l'illustration, Elsa Chartier. C'est un titre de chez Image Comics d'un éditeur qui s'appelle Shadowline et c'est paru donc en novembre. Encore, on est dans les éditeurs
Des éditeurs ultra indie Ouais. ce soir. j'ai Mais c'est l'impression. pas forcément. c'est pas une- Shadowline là. Shadowline c'est The Marked. Ah, voilà, tu dis de la merde là, c'est Image Comics. C'est Image tout seul. Alors. C'est Image tout seul. Oh là 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 Il me là, semble. ce mec. Bah go. Ouais. Bah, allez. Donc voilà, November, donc qui ne paraît pas en issue, encore une publication un petit peu alternative, qui est sortie directement en volume en décembre effectivement, et en volume relié, donc en hardcover, donc pas de floppy. Un volume, donc un premier volume de 3 au total. Donc de Matt Fraction, comme tu as dit, auteur de Sex Criminals et autres. Et Elsa Chartier, qui est une illustratrice française qui travaille un peu aux États-Unis, qui a un peu bossé chez Marvel, il me semble, et qui là donc se lance chez Image. Et Matt Hollingsworth à la couleur, qui est plutôt pas mal. Donc on est là dans le genre du polar noir plutôt. Donc un volume 1 qui est découpé en 4 parties, qui s'ouvre sous le signe de la négation, de la non-existence, avec un poème qui fait l'énumération de choses précédées de No, et qui finit donc par November. Donc on est voilà, dans un univers qui est plutôt négatif à tout point de vue, et dont les personnages principaux sont 3 femmes qui, a priori, n'ont pas de lien entre elles, et on comprend au fur et à mesure que, en fait, leurs histoires sont entremêlées. Je vais vous parler surtout donc de la première partie pour pas trop en dévoiler. Donc la première partie, le personnage principal c'est Dee. Dee qu'on pourrait comprendre comme l'initiale de dépression, puisque ça va pas fort pour elle. Elle est très seule. Elle fait des mots croisés le matin dans un diner, le Sunrise Diner. Très tôt, il y a personne, et elle boit son café et elle fume une cigarette. Voilà. Et bon. Ça a l'air d'être sa vie, quoi. Hein. Ça a l'air d'être sa vie. Sa vie a l'air de se résumer à ça. Elle a des pigeons sur un toit, un peu à la Ghost Dog de Jim Jarmusch, et puis c'est tout, quoi. Et sinon, ça va pas fort. Et un beau jour, c'est le début de l'histoire, un homme qui s'appelle Mr. Man se pointe à sa table et lui dit tiens, $500 si tu écoutes l'énigme que je te présente, et puis après tu auras $500 tous les jours si tu acceptes le deal que je te propose. Ce deal étant déchiffrer un code qu'il fera publier dans un journal tous les jours, et ensuite d'activer un interrupteur, d'appuyer sur un interrupteur tous les jours, et puis ensuite de diffuser ce code sur des ondes radiophoniques, mais on ne sait pas à destination de qui. Voilà. Donc elle dit vas-y go, Mr. Man, je prends tes $500, je vais prendre de la drogue et payer des putes, et je vais continuer à être triste, mais au moins j'aurai de l'argent. Bon, voilà. Et elle pose pas vraiment la question de mais qu'est-ce qui se passe si un jour il n'y a pas de code dans le journal et que la petite lumière au-dessus de l'interrupteur est éteinte. Et bien sûr, à la fin de la première partie, il n'y a pas de code dans le journal et la petite lumière au-dessus de l'interrupteur est éteinte. Et là, elle comprend que ça va pas, et il faut qu'elle se casse fissa. Voilà. Deuxième et troisième partie, 2 autres personnages féminins principaux qui sont entremêlés. L'une trouve un revolver dans la rue, la police arrive et les problèmes commencent. L'autre travaille dans le commissariat qui amène les problèmes, disons. Et voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Encore moi la première, t'es sûr? Alors moi je l'ai acheté sur Amazon parce qu'il n'était pas facilement trouvable, vu que c'est pas en issue, c'est pas un format habituel. Et je dirais pas que j'ai un souci avec Matt Fraction, mais dernièrement c'est pas été trop mon ami. Ouais, je suis désolée. Mais du coup je me suis lancée là-dedans. Alors la première histoire j'ai pas mal aimé. La deuxième je me suis dit ok, c'est sympa. Et après, j'ai un peu lâché. Je suis pas forcément fan du découpage d'histoires courtes comme ça. Et visuellement, autant la première,
j'avais un petit peu accroché, mais après, derrière, j'ai complètement décroché. Pourtant, Elsa Chartier, il me semble que c'est elle qui a fait Infinite Loop, que j'avais bien aimé. Et là, j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose. Et pourtant, le début, là, avec les énigmes, il y avait un bout, un concept qui m'intéressait. Et quand ça bascule à une autre histoire, je sais pas, j'aurais peut-être aimé continuer sur la première, parce que le reste m'intéressait un peu moins. Du coup, j'avais presque envie de zapper les pages pour juste essayer de la retrouver, elle, dans la suite de l'histoire. Sam, toi, ton avis? Bah du coup, on va pas du tout être d'accord sur les graphismes, Nivray et moi ce soir. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super beau. J'ai trouvé qu'on était à mi-chemin entre du Umbrella Academy et du Moonshine, ou entre du Bruce Timm et du Team Sale. J'ai trouvé ça très graphique, j'ai trouvé que c'était pile poil dans un style que j'ai envie de voir pour avoir du roman noir. J'ai trouvé ça très beau, moi ça m'a accroché direct, le style, les couleurs, vraiment toute l'ambiance est là. Et les histoires, bah, pour le moment, j'ai lu ce que Lulu a raconté. J'ai pas pu lire la fin du premier volume, mais j'étais pas loin. Et j'accroche. En fait, je suis toujours dans le mystère. Je veux savoir ce qui va arriver. Je veux absolument découvrir. Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment bien. J'ai été happé, ouais. Donc vite la suite. Ah oui, pardon. Non, parce que il se passait des deux, mais en fait autour de moi c'était en train de s'agiter, donc j'avais l'impression qu'il y avait un happening qui se préparait, donc j'ai fermé ma gueule, j'aurais pas dû. Alors, moi November, j'ai trouvé ça très très beau. Je me range à l'avis de ceux qui ont trouvé ça joli. En plus de Team Sale et Bruce Timm, à qui j'ai effectivement pensé, je rajouterais Will Eisner dans l'aspect visuel et dans les couleurs un petit peu qui tout de suite te renvoient dans le passé, en fait, dans un truc un peu film noir. D'ailleurs, clairement, c'est un film noir, cette histoire. Mon seul problème, c'est que j'ai trouvé la narration assez confuse, en fait. Alors, j'imagine que c'est voulu de la part de Matt Fraction, puisqu'il y a beaucoup question d'énigmes et d'affaires non résolues, enfin en tout cas d'affaires policières dans lesquelles le lecteur est censé un petit peu se perdre. Moi, malheureusement, je me suis un petit peu perdu dans sa narration éclatée, justement, et au départ, je me suis même demandé si les histoires étaient vraiment liées, c'est-à-dire il a fallu que j'arrive à au troisième segment pour m'apercevoir qu'effectivement il allait certainement avoir un lien entre tous ces personnages, mais entre la première et la deuxième histoire, j'avais l'impression que c'était que des petits one-shots et je comprenais pas trop en fait où est-ce que ça allait. Néanmoins, je ne cache pas que je suis quand même intrigué et que je vais peut-être pousser un peu. Le problème, c'est que j'ai tellement de trucs à lire que c'est exactement le type d'histoire où je me dis, si ça me chope pas là, je sais pas si je vais... en fait, l'envie de continuer pour savoir de quoi il retourne est là. Est-ce que je vais vraiment le faire? Je sais pas. Mais pour les personnes qui aiment les atmosphères de films noirs, un peu Hitchcockiennes, un peu paranoïaques aussi, un peu hallucinées, parce qu'effectivement, il est question de drogue et tout, et surtout les visuels au style très marqué, je vous le conseille, parce que c'est quand même une lecture assez intéressante, j'ai trouvé. Oui, bonsoir, désolé, j'interviens juste pour dire, parce que comme je savais que j'allais venir ce soir, j'ai lu 2-3 trucs, et ça, je voulais intervenir parce que ça défonce bien sa mère. Oui. Il y a quand même pas mal de trucs qui rappellent des choses qu'on connaît, et il y a une petite référence quand même, enfin, moi je me suis vachement retrouvé parce que j'adore Lost, pour le coup. Il y a un côté très Lost dedans, sur le côté très mystérieux de pourquoi je fais quelque chose qui a forcément une conséquence, parce qu'on me demande de le faire et on paye très cher pour le faire, qui a un espèce vital, et en fait... il y a une espèce de façon d'exprimer le monde fonctionne d'une certaine façon, et en fait tant que tout roule, tant que tout le monde fait ce pourquoi il est dû, fait ce qu'il doit faire, tout fonctionne très bien. Et en fait tu sens que dès qu'il y a un truc qui déraille, dès que quelqu'un doit faire un truc et qu'il n'est pas fait, tout part en couille. Et en fait je trouve que dès le début c'est mis en place avec le premier segment et la nana avec son énigme, avec les flics, avec la nana qui travaille au dispatch, effectivement aussi, qui va diriger les équipes là où il faut des flics. Et en fait je trouve que la façon dont c'est monté, le mystère qui est découpé, la mise en case, c'est très tranché, c'est ultra rythmé, dynamique, malgré le fait que ce soit pas énormément d'action, mais juste la façon dont le texte est découpé et il t'amène là où il veut. Je trouve que Matt Fraction fait un boulot monstre dessus, quoi. Mais c'est ça qui d'une certaine manière m'emmerde, c'est-à-dire que je suis sûr que c'est
typiquement le genre de récit où sur le dernier quart, il y a plein de pièces de puzzle qui vont s'assembler et si t'as tout lu, tu vas faire « Wouah !» Ça sent le mind blow à tous les étages, ce truc. Mais il faut je sais pas en combien d'issues il va le faire. Est-ce que c'est fini la série Non, c'est 3 volumes en tout. Ouais. Donc c'est tout à fait. C'est fini, là c'est qu'un tiers quoi. Bah là il y a qu'un tiers et après ça va dérouler et se rassembler. C'est un truc. En fait c'est le truc qui est très casse-gueule parce que si la fin elle est pas aussi mind blow que tu l'attends depuis le début, qui fait monter la sauce, c'est un truc qui pourra en couille. Mais c'est un projet qui a l'air d'avoir été préparé très en amont puisqu'ils l'ont sorti directement donc en hardcover et puis ils voulaient pas le sortir en issue, donc c'était un projet qui était pensé je pense de A à Z dès le début. Et Elsa Chartier, elle dit dans les interviews que voilà, le découpage, il a été entièrement fait par Matt Fraction et que voilà, il fallait qu'elle s'y plie. Mais... Ouais. Okay. Elsa Chartier, elle est européenne ou c'est juste Elle est française. D'accord, elle est française. Ouais. Ok. Bah c'est très. J'aime beaucoup son style. Moi, je le connaissais pas. Il y a des gens qui la comparent beaucoup à Darwin Cook aussi. Ah, mais oui, voilà, exactement. Ouais. Bah ouais, Darwin Cook, grave. Mais un peu un dark Darwin Cook, quoi. Darwin Cook. November de Matt Fraction et d'Elsa Chartier et à la couleur Matt Hollingsworth, c'est chez Image Comics et c'est sorti il y a quelques semaines, enfin quelques mois en fait. Troisième titre, Joe, tu vas garder la parole, tu vas nous parler de The Last Gods, un titre Alors, de... God au singulier, The Last God. C'est bien parce que je n'ai pas prononcé de S. Si, ça dit The Last Gods. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Non, mais je pensais que c'était peut-être parce que t'avais mal noté et je me disais que c'était important. Non, je pensais pas l'avoir prononcé, mais c'est pas grave. The Last Gods. Philip Kennedy Johnson à l'écriture, Riccardo Federici à l'illustration et Sunny Go à la couleur. C'est donc un comics de chez DC Black Label qui est sorti en octobre 2019. Joe, on t'écoute. Alors, je suis un sucker pour la dark fantasy. J'aime quand mon heroic fantasy est un petit peu saupoudré d'éléments horrifiques, voire un peu apocalyptiques. Et donc, dès que je suis tombé sur la pochette de la première issue de Last God, je me suis dit, tiens, ça, c'est pour Jojo. Et donc, j'ai chopé sans même lire du tout de quoi il s'agissait. Je suis rentré à la maison, j'ai ouvert le truc. Et en fait, il s'agit bel et bien d'une histoire de dark fantasy assez classique finalement dans ses thèmes et dans ce qu'elle développe, qui moi m'a tout de suite un petit peu évoqué un univers pour les amateurs de jeux vidéo proche de la saga Dark Souls de Hidetaka Miyazaki. Dans l'idée, on se retrouve sur un récit qui se déroule, un double récit on va dire, qui se déroule à 30 années d'écart. Dans un univers médiéval fantastique fictif, un dieu maléfique a répandu une sorte de maladie qui s'apparente à une peste florale, c'est-à-dire qui ronge l'être humain et qui le transforme en une sorte de zombie de mort-vivant sur lequel poussent également des sortes de fleurs noires et vénéneuses. Extrêmement mignon. Et donc, afin d'éradiquer ce mal, une troupe de guerriers et de guerrières s'associe pour monter en haut de ce qu'on appelle de Black Stair, qui est un petit peu une sorte d'escalier géant, qui c'est le Mordor, hein, en gros. Tu grimpes un escalier noir rocailleux et en haut il y a le dieu des méchants et tu l'affrontes. Le dieu des méchants. Donc il l'affronte et il l'annihile et deviennent ensuite les rulers of the land, puisqu'ils ont réussi à mettre fin au mal. Sauf que on se retrouve ensuite 30 années plus tard dans le royaume qui a évolué sous le règne du king Tirgolad et en fait très rapidement on s'aperçoit que toutes ces légendes de guerriers et de guerrières qui arrivent à éradiquer The Last God du titre, eh bien ils auraient peut-être un peu baratiné et plutôt que de l'éradiquer peut-être même qu'ils auraient passé une sorte de pacte
un petit peu dégueulasse et que là ils seraient arrivés au bout de leur bail et que le Last God il arrive et il fait bon bah en fait je vais revenir foutre la merde et à partir de ce moment-là l'histoire se répète mais tout le comment dire la question de ces 3 premières issues c'est comment est-ce que l'histoire va évoluer, est-ce qu'elle va se répéter et est-ce qu'on va avoir affaire à une histoire cyclique un petit peu attendue ou est-ce que les nouveaux héros qui vont de nouveau se dresser face à ce Last God vont agir différemment de ceux qu'ils considéraient presque comme des demi-dieux et dont ils se rendent compte qu'ils ont trahi tout un peuple en leur mentant sur ce qui s'était passé 30 années avant. Alors, j'ai trouvé ça plutôt cool, même si je dois dire que pour le moment, sur ces 3 premières issues, je trouve ça manque un peu de muscle dans la narration et dans le rythme, dans la manière dont on passe d'une époque à l'autre. Je trouve que pour le moment, c'est encore un petit peu un diesel. J'espère que c'est un diesel et qu'à un moment, ça va vraiment démarrer et partir dans quelque chose d'un peu plus épique. En revanche, visuellement, moi, je suis complètement client. Si vous aimez Esad Ribic et particulièrement tout ce qu'il a fait sur Thor avec Jason Aaron, il y a de grandes chances pour que quand vous feuilletiez les pages de Last God, vous vous retrouviez totalement en terrain connu et que ce style visuel charme votre œil. Et c'est clairement pour le moment ce qui fait que je continue et aussi l'espoir secret que cette histoire va partir dans quelque chose d'encore plus sombre, d'encore plus désespéré et que les personnages vont prendre un petit peu en ampleur puisque pour le moment c'est ça qui me manque aussi un petit peu, c'est que les personnages sont très un peu stéréotypés, on te les impose comme ça dès le départ et il manque un petit peu de faille, un petit peu de souffle à cette histoire. Donc c'est un oui mais j'espère que ça, je vais un petit peu persévérer en tout cas, je pense. Sam, ton avis? Moi j'ai plutôt assez bien aimé. Je suis pas le plus gros client d'Heroic Fantasy au monde, mais visuellement déjà c'est assez beau. Graphiquement il y a quelque chose qui me fait un peu penser à du Moebius dans cette espèce de crayonné et qui me fait aussi beaucoup penser notamment dans les créatures et dans la façon de créer les planches à Colder qu'on avait chroniqué avec Zeph et Alex il y a un peu plus d'1 an. Et du coup, oui, c'est assez joli. Ouais, les écoute pas, c'est comme si t'étais pas là. Et donc voilà, après, au niveau de l'histoire, je trouve que pour le moment, c'est assez classique. Ce qu'on nous propose, c'est vraiment de l'heroic fantasy avec les archétypes assez habituels. Comme toi, j'espère que ça va un petit peu se développer davantage. Mais l'univers fait que t'as envie d'y accrocher et de continuer un peu plus. Pour le moment, je suis assez chaud, même si je regrette quand même les couvertures que je trouve pas dans le même esprit. Mais d'autant qu'en plus c'est pas le même illustrateur pour les couvertures. Et généralement tu te dis que quand c'est pas le même illustrateur sur la couverture, souvent tu trouves les couves hyper belles et l'intérieur un peu moins beau. Et là t'es là genre bon, après la couve du numéro 1 m'avait vraiment bien botté. Les 2 autres issues effectivement je suis un peu moins dedans. On dirait un peu du Frazetta en fait, mais de seconde zone quoi. Ouais, on dirait un peu des pochettes d'albums de heavy metal. Voilà. Qui a pas trop de budget quoi. Je suis d'accord. Nivré. Bonjour, ici la fille qui n'aime rien. Ouais, alors je l'aurais jamais choisi visuellement en regardant la couverture. Il y a un monsieur qui affronte une grosse bestiole, c'est pas forcément mon genre. Le côté médiéval fantastique, j'aime bien dans les films, mais à lire, bof. La première issue, j'avais pas trop mal aimé. Je trouvais que visuellement c'était cool, l'histoire qui arrivait était cool. Et la deuxième issue, j'ai commencé à décrocher. Il y avait trop de choses à lire. Déjà, la première issue, je me suis fait tous les textes à la fin. Ah, t'as tout lu, toi? Ah ouais. Parce que c'est costaud quand même. Ouais. En fait, tu sens qu'il y a un gros background, un gros univers. Il y a des petites chansons et tout. Ouais, et le mec veut vraiment installer un lore. Ah non, mais c'est impressionnant. Enfin, le boulot qui a été fait dessus est impressionnant. Et en fait, la deuxième issue m'a fatiguée à mi-chemin. Je me suis dit, en fait, non, j'en peux plus. Il y a trop de textes, trop de trucs à lire. C'est trop pour moi. Et du coup, la troisième, j'ai scrollé juste pour regarder les images, voir si ça avançait un petit peu. Et ça me plaisait plus. Mais la première, visuellement, et sur les bases de l'histoire, en tout cas, ça me plaisait. Le côté l'escalier, le mec qui est roi, mais en fait, il y a un secret derrière. Enfin, ça me plaisait. Mais après, c'est trop, too much. Peut-être qu'ils veulent en faire trop tout de suite, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est rare de trouver dès la première issue autant de background derrière tout ce texte qui est écrit à la fin. Il y a, je sais plus, 3-4 pages quand même
Ouais, non, c'est vraiment impressionnant. Mais ouais, non. Je pense que je continuerai pas, sauf si jamais vraiment tout nous dit waouh, à la fin c'est fou, il se passe un truc génial. Mais là, ouais, non, comme ça, j'aurais du mal. Oui, bah, je vais pas rajouter grand-chose de... Je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'avais un petit Adrien Larousé sur l'épaule pendant toute ma lecture qui me disait « Non, mais regarde, c'est n'importe quoi, c'est vraiment pourri l'Heroic Fantasy », alors que j'adore putain, ça y est, il y a une elfe, elle a les oreilles pointues. Alors que j'adore l'Heroic Fantasy, mais c'est vrai qu'il y a un peu les travers de voilà, les noms pas possibles, Tirgolade, Eyvindir, Cyanth, machin truc, où bon, là tu te dis « Ok ». Comme les noms dans Star Wars. Et c'est un comme peu Mos Gideon. C'est un peu un mix par exemple entre Conan meets Seigneur des Anneaux meets Gladiator, mais le tout un peu mal digéré. Et je trouve effectivement je trouve que c'est très bien écrit. Alors j'ai pas lu la prose à la fin de chaque issue, mais je trouvais que dans les bulles, c'était assez plaisant à lire. Mais le dessin, par contre, est assez inégal. Alors, certes, effectivement, l'artiste des couves est différent de l'artiste de l'intérieur. Ouais. Moi, il y a des couves qui m'ont énormément plu. Alors, je suis un peu I'm a bitch for Frazetta, et du coup, je retrouvais un peu ça, et du coup, j'étais là, c'est cool. Mais il y en a qui sont beaucoup moins bien. Enfin, je crois que la couve de l'issue 2 est vraiment pas terrible. Non. Oui. Et à l'intérieur, c'est un peu inégal. Il y a des planches qui sont vraiment très très belles, et d'autres où les visages, c'est là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'est le plus gros souci en fait, c'est les visages. Voilà, ouais. Après, tout l'univers Heroic Fantasy est très très beau. Enfin, les créatures, je trouve ça super chouette, c'est assez spectaculaire. Il y a une richesse de l'univers qui est assez plaisante. Ouais, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'il manque un truc. J'arrive pas exactement à mettre le doigt dessus parce que au départ, quand j'en ai parlé, avant que vous donniez vos avis, je me disais j'ai un peu envie que ça s'emballe et que ça s'accélère et que ça devienne plus épique. Et en même temps, après vous avoir entendu parler, je me dis que j'aimerais bien aussi que ce récit peut-être au contraire prenne plus son temps et se simplifie et parte sur quelque chose de peut-être un petit peu plus atmosphérique. Le double arc, les doubles fils narratifs, moi je trouve ça assez empesé, assez lourd. Ça ralentit vachement l'action. Ça passe pas de l'un à l'autre de manière très harmonieuse. C'est pas lié. Ça crée pas de lien, quoi. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Parce qu'en fait le truc c'est que le personnage pour l'instant commun à ces deux récits, on s'y attache pas du tout. Non. Et donc voir comment ce personnage-là a commencé son aventure, on n'est pas vraiment dedans. Donc je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un mariage assez peu harmonieux entre les deux époques. Et effectivement, je me demande si le récit ne gagnerait pas à trouver une ligne directrice plus tenue. Et à miser vachement sur son ambiance, parce que tu le disais, l'ambiance et l'univers et le background sont très réussis, je trouve. Il y a vraiment des trucs très prometteurs, et en fait ça mériterait de partir plus vers de la dark fantasy pure que de l'heroic fantasy. En fait, je pense que tous les éléments heroic fantasy pourraient être laissés de côté pour s'orienter vers quelque chose, je trouvais, de plus sombre, effectivement. Et ça gagnerait peut-être. Mais c'est pour ça que je suis assez mi-figue mi-raisin dessus. Mais néanmoins, je trouve ça pas inintéressant. Donc The Last God, singulier, un titre de chez DC Comics, Black Label dans la collection éditée pour... adultes. Oui, c'est ça, on va dire les sujets un peu plus lourds. Et enfin, dernier comics de cet épisode, il s'agit de The Marked, un comics qui nous sera présenté par Nivrae. Marked Villalonga, pardon. Écrit par David Hein et Brian Aberlin, et à l'illustration encore ce Brian Aberlin, et Gerard Van Dyke à l'illustration. Je sais pas si je prononce correctement son nom, mais c'est pas grave. C'est enfin un comics de chez Shadowline, donc cet éditeur qui est représenté chez Image Comics, et ça a commencé en octobre. Et c'est toi qui nous en parles, Nivrae. Exactement. Donc actuellement il y a 3 issues de sortie. Alors, la 5e est prévue pour le mois de mars. Je pense qu'il y aura une suite parce que le TPB s'appelle volume 1. Donc je suppose qu'il y aura un volume 2. Je l'ai choisi au départ parce que j'avais entendu que c'était tellement bien que ça avait été réimprimé la première issue. J'ai fait ça a l'air trop bien.
Petit spoiler. Le public en demande. Non, on va commencer par les choses un peu positives. La première issue, elle fait 40 pages. Déjà, c'est un truc hyper rare, mais il y a tellement de choses à raconter dessus. Alors, Attends, je t'arrête tout de suite parce que ça fait à peu près 6 épisodes que je veux faire cette blague. Du coup, c'est une double issue. Rouler sous les aisselles. Fallait attendre Noël pour la faire, mec. C'est dommage, c'est passé Noël. Ok. Et autre petit point, si tu lis cette issue même en numérique, tu peux t'accompagner de ton téléphone et d'une appli en réalité augmentée. Et quand tu scannes ta page, tu as des espèces de petites icônes qui s'affichent et tu peux voir le scénario, puis la version case noir et blanc et la version colorisée. C'est sympa, ça t'occupe un petit peu. Donc, scénario de David Hein et Brian Aberlin. Ils ont déjà bossé ensemble sur des sujets, anomalies en l'occurrence. Brian Aberlin a bossé sur Spawn, sur Sonata, sur Faster Than Light. Je pense que c'est une adaptation du jeu en comics, avec un nom comme ça. Et c'est aussi sur Witchblade, qui est quand même assez connu. C'est présenté comme un comics en fantasy horror. Alors, je vais juste... Horreur, pardon. Je vais juste vous parler de la première issue, parce que 40 pages, je pense que ça suffit pour présenter le sujet. Donc ça démarre, c'est la nuit. Et là, il y a une petite voix off qui nous dit « C'est la dernière fois que j'ai vu les étoiles ». Là, tu fais « Waouh, ça se trouve, elle va mourir ». Et là, on voit une jeune fille, donc, qui s'appelle Saskia, qui a une sorte de tatouage de phénix dans le dos, et on ne sait pas si elle brûle, en tout cas, il y a des cendres autour d'elle. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Mavin, qui la rassure, et on a l'impression que Saskia est devenue aveugle. Et donc, du coup, cette voix off, c'est Saskia, bien sûr, qui vient nous dire que c'était la dernière fois qu'elle voyait les étoiles. Hop, on fait une petite marche arrière. Et on retrouve Saskia avec une amie dans un bar, ou dans un resto, je ne sais plus exactement, qui lui file un flyer, qui lui dit « Tiens, il y a un test pour une école, il faut dessiner ce que tu vois. » Et alors là, elle dessine un truc qui n'a rien à voir avec ce qui est sur le flyer. Mais apparemment, ça fonctionne, puisque, petit jump, elle arrive à son premier jour d'école, donc on sait qu'elle a été acceptée. Et c'est Liza qui l'accueille. Donc Liza, c'est une jeune fille avec un casque audio avec des petites oreilles de chat. Ça nous permettra de la reconnaître pendant tout le comics. Oui. Voilà, on remercie le casque de chat. Ensuite, on retrouve Mavin, qu'on avait vu au départ, ainsi que Kismet et Dahlia, des sortes de chamanes venus d'un temps un petit peu lointain. Elles sont des inscribers. Ce sont des gens qui tatouent des glyphes sur le corps. Donc on suppose que le phénix qu'on a vu au début, c'est un truc qui a été tatoué par une inscriber peut-être. Et en fait, elles font des sortes de dessins magiques en 3D dans l'espace. Voilà. Et il n'y a pas besoin de lunettes. Il n'y a pas besoin de lunettes. Donc elle va faire son début de scolarité jusqu'à temps qu'elle comprenne que le phénix est son avatar. Et donc il va falloir lui faire tatouer. Et donc pendant qu'on lui tatoue son avatar dans le dos en l'occurrence, la petite vieille, elle va lui raconter l'histoire des marqués. Alors au début tout se passe bien, on nous parle d'un côté médiéval, de samouraïs, de pirates, de cow-boys, tu fais waouh, ils viennent de loin et tout ça, comme quoi ils ont fait des alliances avec d'autres magiciens on va dire, et là débarque le moment où j'ai écrit no way en gros. Les nazis. Les nazis. Voilà. Eh oui. Et bien sûr, les nazis ont été vaincus par un marque qui avait un glyphe Oméga qui était utilisable une seule fois. Donc il était utilisé et paf, il est mort directement derrière. Et du coup, Hitler a eu peur, il s'est suicidé. Oh, alerte au Google. Voilà. Je comprends. C'est ça. Je comprends. Et c'est même pas la moitié de l'issue. Et ça a quand même été réimprimé, faut le savoir. Donc, on apprend aussi que du coup, les nazis avaient découvert un artefact occulte qui a été volé par les Américains et que c'est un projet mystérieux Au Pentagone qui s'appelle le Stargate, qui garde cet objet. J'ai vraiment du mal. Et donc, le tatouage se finit après 11 heures quand même, c'était long. Il n'y avait pas tant de choses que ça apparemment à raconter dans l'histoire. Là, on rebascule dans le présent et on passe en mode Extreme Magical Makeover où elle se retrouve, donc toujours un Saskia, à être remakée physiquement pour pouvoir sortir en boîte avec ses nouveaux potes magiciens. On découvre d'ailleurs un super magicien qui a un pouvoir qui permet de changer les feux de circulation. Il peut les passer au vert ou au rouge avec son bras. Je trouve ça hyper pratique. Il danse toute la night. Le lendemain matin, elle a un peu la tête dans le cul, mais du coup, elle va quand même en cours de dessin. Flash forward, dans le futur. Oui, maintenant, elle maîtrise.
Ok. On retrouve Liza avec ses petites oreilles de chat, par-dessus son casque, qui lui dit qu'en fait, c'est chiant un peu parce qu'à l'école, la magie qu'on leur apprend, c'est un peu rétro, mais elle a un truc qui est trop bien. C'est une magie hybride qui mélange la science et la magie. Ok, trop bien. Donc elle a un super tatouage qu'elle s'est fait avec une machine, c'est génial. Et c'est là que on revient dans ce qui s'est passé au début de l'issue. En fait, c'est Liza qui a fait un tatouage à Saskia. Il y a une sorte de perte de contrôle et du coup, elle est aveugle. Ah. Et donc, bien sûr. Ah, tu continues encore? Ouais, je vais jusqu'à la fin de l'issue. Hein. Ah, d'accord. C'était long. Hein. Et du coup, c'est bon. ma vie n'est pas contente parce que Lisa a fait des bêtises, la fille avec les oreilles. Donc elle lui dit on va te retirer tous tes tatouages et on va t'exclure de l'école. Bien sûr, on lui retire pas tout à fait ses tatouages, mais elle est quand même exclue de l'école. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est même pas son amoureux. Un mec qu'ils avaient croisé en boîte. D'où il sort? C'est son boulet. D'où il sort? C'est un boulet depuis le début de l'issue, un espèce de boulet qui est derrière, qui essaye de parler à Liza. Et il prend contact avec le Stargate et qui dit ouais, moi je fais de la magie un petit peu. Ils lui ont dit ouais, mais t'es un peu nul. Il dit attendez, je connais quelqu'un qui est encore plus fort. Et du coup, Liza débarque dans le Stargate et va les aider au pied de biche. Voilà, non mais c'est voilà. Et donc toi qui pensais innocemment que Saskia, qui était quand même la voix off du début, était peut-être potentiellement l'héroïne de cette série. Non, en fait, pas du tout, puisqu'on s'en fout complètement dans tout le reste. Voilà. Alors visuellement, c'était beau. Moi, ça me plaisait beaucoup visuellement. Mais c'est nul. Ah bon? Alors, faut imaginer que tout ça, c'est que la première issue, c'est 40 pages. Tu te prends le nazi de pleine face en disant mais non, il y avait peut-être autre chose à faire quand même. Et tout le long... Surtout que juste avant, il te montre des pirates, des cowboys et tout. Et alors, non, mais... Oui, mais montrez-moi ça. C'est ça. Non, mais c'est ça. Tu te dis peut-être qu'ils ont révolutionné quelque chose, tu vois. Et non, en fait, non, pas du tout. On te ressort les nazis et Hitler a eu peur des magiciens, il s'est suicidé. Enfin, tu dis c'est pas possible. C'est pas possible qu'on fasse encore ça maintenant. Et ouais, non, c'est triste. Et tu passes des nazis à un extrême makeover pour aller en boîte de nuit. Je sais pas, il y a rien qui y va. Et ce personnage de Liza avec son casque, avec ses petites oreilles qu'elle a en permanence, je ne comprends pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas. C'est pas possible. Ouais, j'avais un peu des scrupules en lisant. Je me suis dit, merde, putain, ça tombe. Hélène, elle a adoré. Et je suis là, mais je vois pas du tout ce qui va dans ce truc. Alors, la couve, elle est cool au début de l'issue 1. Mais elle est pas d'elle. Mais voilà. Et en fait, oui, non, ça va pas du tout. Alors, tu sens le truc de... Oui, alors j'ai une vague idée de tatouages, d'histoires de tatouages qui ont en fait un pouvoir. Une signification profonde, tu vois, des dessins les tatouages qui transforment ta vie et tout. Là, d'accord. Et puis en fait, y a rien. Non, ça va pas. Le FBI, je sais pas quoi, la CIA. Donc j'ai été très très réfractaire à l'issue 1. Alors, pour être tout à fait juste, j'ai trouvé que les issues 2 et 3, le rythme était un peu plus enlevé. Ça avançait un peu plus. Et tu te tapais pas la backstory à base de, tu vois, genre, regardez, le personnage il connaît rien, du coup on va tout vous raconter. Donc du coup ça avançait un peu plus, donc je l'ai lu sans me trop poser de questions. Mais effectivement, tous les personnages féminins se ressemblent. Oui. On remercie les petits détails. C'est quand même problématique. C'est pratique. Et ça m'a juste redonné envie de me couvrir les bras de tatouages, mais très peu de continuer à lire ce comics. Ouais. Moi, ça va être rapide. J'ai trouvé ça moche. Mais vraiment, toutes les textures là, ça fait fausse 3D, c'est plaqué. Les tatouages sont jolis quand même. Les tatouages sont jolis. C'est le seul truc qui est bien réussi, je pense. Le reste est vraiment pas joli. J'ai trouvé ça chiant. J'ai trouvé ça peu subtil, pas construit. Et Lulu, tu disais que ça allait mieux après, mais moi je trouvais que c'était pire. On passe des heures avec l'armée, là, les militaires, à papoter, à raconter rien et empirer un petit peu l'univers. Non, je pense que c'est pas pour moi. Voilà. Et Joe? C'est de la merde. En gros, j'ai trouvé ça vraiment très con. mais alors vraiment très très con.
Et pourtant, j'étais parti avec les meilleures intentions, vraiment, parce que je trouvais la couve effectivement pas dégueu. Et les premières planches, j'étais là genre, ouais, pourquoi pas? Ça me rappelait un peu le style du dessinateur de Lock and Key, là, Gabriel Rodriguez. Donc avec un côté hyper cartoonesque et tout, avec des personnages pas du tout réalistes et aux proportions parfois douteuses. Mais je me disais, ça se trouve, ça va servir complètement à un récit d'horreur adolescente intéressant. Et en fait, non, c'est pire que Riverdale, ce truc. Enfin, c'est vraiment, c'est Riverdale fait de la magie, quoi. Ça n'est pas bien. Et genre limite, je suis arrivé à la preview d'un autre titre de chez Image, machin. Là, comment il s'appelle Shadowline. Shadowline. Il y a une preview pour un truc qui a l'air complètement moisi à la fin de la deuxième issue et j'étais là genre ça a l'air quand même mieux, il y a des loups-garous. Non. Bon, ça a l'air d'être il y a un truc un peu genre tu sens que le mec il a lu Deadly Class aussi, je crois. Ouais, Umbrella. En fait, il y a plein de trucs dont il a tiré des idées, mais qu'il a vraiment très mal fichu. Et alors je pense que je spoil pas cette émission en disant que après on va parler de Wicked and the Divine. Quand tu te refarcis The Wicked and the Divine et que tu te tapes The Marked au milieu, qui a quelques thématiques similaires et tout, tu prends tout de suite une sorte de recul en disant ah oui d'accord, il y a des gens qui sont faits vraiment pour écrire des comic books et il y en a d'autres qui sont faits pour vendre des burgers chez Jack in the Box, quoi, tu vois, et qui devraient pas faire autre chose. Donc voilà, non, nul, ne perdez pas votre temps avec The Marked, mais néanmoins merci Nivrae, car j'ai quand même ri. Voilà, j'ai ri. Il y a des moments où vraiment, genre, quand le mec de la CIA il débarque, le chef des militaires là, avec le chien là, putain, il y a des moments où je me suis dit ok, je me suis vraiment esclaffé devant tant de conneries et de clichés, quoi. Eh ben disons, voilà. donc The Mark chez Image Comics, lisez-le ou pas. On se retrouve dans quelques instants pour parler donc de The Wicked and the Divine. À tout de suite. De retour dans ce 133e épisode de Comics Outcast. On va... c'est pas tout de suite. Le centre. Les réseaux sociaux. La Gironde, ouais. Le centre en troisième. Bon bah alors la Gironde, quelle ville un peu chelou là-bas. On a fait switch chez Ikea, trop bien. On t'entend pas. On a Coukek, Gabarnac, les Églisottes et Chalors, les peintures, Mystérieux, Pompéjac, Puy-Normand, Pompéjac, ça y est, Saint-Ferme, Saint-Pardon de Conques et Salbeuf. Il est pas propre. Non, c'est dégueulasse. Donc en fait, dans ce village, enfin dans ces villages et ces lieux-dits, il y a plein de gens qui nous écoutent. On le sait parce qu'on a pu les recenser grâce à la géolocalisation des 3 personnes qui sont là-bas. Donc Twitter @ComicsOutcast. Parce qu'on vend vos datas, on vous le dit. Bah oui, chaque écoute, chaque fois que vous vous connectez à notre site. Le Bouya Comics Club, qui est un groupe Facebook dans lequel on discute de tout ce qu'on a regardé, lu, vu, entendu, voilà, des trucs plutôt sympas. Ça discute dans tous les sens. Et le compte Instagram de l'équipe, sur lequel vous voyez comment sont illustrées nos tables. Un peu comme si c'était comme ça tout le temps, mais c'est faux. C'est une mise en place particulière et minutieuse que nos directeurs artistiques prennent beaucoup de temps à mettre en place. Dossier de cette semaine, on fait un retour en arrière, on l'a dit dans l'intro, un titre qu'on a évoqué donc dans le numéro 5, comme le disait, mais à mon avis c'est un mensonge, de Comics Outcast. Il s'agit de Wicked and the Divine, un comics de longue date, mais surtout de Kieron Gillen et de McKelvey, voilà, je le savais, parce qu'on a fait tellement de comics avec eux à cause de Joe & Co. Ils en sont loin maintenant dans termes de publication. Ils ont fini, c'est pour ça qu'on en parle, mais je savais. J'imagine qu'il y a 12 volumes, c'est ça ? Non, pas du tout. Eh ben, c'est raté. Du coup, qui est-ce qui va nous présenter ce titre en long, en large et en travers, en passant par tous les signes du zodiaque ? C'est Lulu, parce que... Non, Lulu a montré du doigt Nivrae, donc c'est Nivrae. Allez, je commence. Alors, The Wicked and the Divine, on va l'appeler Wickdiv, comme ça c'est fait. Alors, c'est un comics qui a débuté en 2014. Quoi ? Un comics qui a débuté en 2014 par Kieron Gillen et Jamie McKelvey.
Alors, il faut savoir ils ont déjà bossé ensemble avant sur Phonogramme, qui a deux tomes, si je ne dis pas de bêtises, surtout en français, qui parlait de pop culture, et ça tombe bien parce que de pop culture, de pop musique, pardon, et ça tombe bien parce que c'est aussi un petit peu un gros morceau des thèmes de Wicked Eve. Alors, d'où vient l'idée ? Au départ, ce qui s'est passé, c'est que Kieron, il a perdu son papa. Et du coup, il était un petit peu en mode dark dans sa tête. Et il avait envie de parler de la mort. Et du coup, il en a parlé à son petit pote Jamie. Et puis, ils ont monté le projet. C'est sorti très, très vite. Il me semble qu'ils disent comme quoi ils en ont parlé en janvier 2014. Et 6 mois après, c'était déjà dans les bacs. Donc, il y a eu 45 issues. Ça s'est terminé là au mois de juin. Alors, en France, j'ai regardé, on est au tome 6, qui correspond à l'issue 33. Donc, encore, je pense, 3 tomes à sortir chez Glénat, histoire de finir l'histoire. Il y a aussi des one-shots qui sont sortis à côté, mais il me semble pas du tout qu'on les a eu en France. J'ai un gros doute là-dessus, qui en fait... il faut que j'explique pourquoi. Donc, l'histoire de base, ce sont des dieux qui apparaissent tous les 90 ans et qui ont une durée de vie de 2 ans. Donc, les one-shots sont en fait des précédentes incarnations de ces dieux-là. Est-ce que tu veux introduire un petit peu l'histoire ? Oui, donc on est en 2014 dans l'arc principal et donc apparaissent les nouvelles itérations de ces divinités qui sont au nombre de 12 et qui, comme tu l'as dit, donc sont à la base, enfin tu l'as pas dit, mais sont à la base des personnes normales qui à un moment sont élues. Donc acquièrent un certain pouvoir qui est différent pour chaque, qui correspond donc à la divinité qu'ils se mettent à incarner, et donc ils ont 2 ans de vie donc de dieu ou de déesse, et après ils disparaissent. La particularité de leur statut divin est qu'en fait il est associé à un talent artistique pour la et charismatique. Voilà. Ils ont une aura autour d'eux. Mais c'est très lié à la production musicale quand même globalement, et chacun peut être rapproché visuellement d'artistes pop. Plus ou moins contemporains. Donc on peut reconnaître David Bowie, Prince, Kanye West, Rihanna, Lady Gaga. Je sais pas, il y a pas vraiment de. En fait, comme elle s'inspire de Bowie dans ses styles, peut-être. Ouais. Et après, par contre, donc ils prennent des noms de divinités réelles, donc qui sont empruntés à des tas de cultures différentes. Donc il y a Lucifer, il y a Perséphone, il y a beaucoup de divinités grecques, donc Minerve, Dionysos, Amaterasu, donc qui est emprunté à la mythologie japonaise, Woden qui est une espèce de version de Odin, il y a Inanna qui est une divinité mésopotamienne, sumérienne, voilà, donc etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc ça commence, le personnage principal c'est une fangirl de Lucifer. d'Amaterasu. D'Amaterasu ? Ouais, la première scène se passe à un concert d'Amaterasu. D'accord. Et Lucifer, elle s'évanouit pendant un concert d'Amaterasu parce qu'elle est complètement blown away by the performance. Et ensuite, en coulisses, c'est Lucifer qui vient la réveiller, et il se crée un truc. Je te laisse. Entre elles, vas-y. Il se crée un truc entre elles qui va entraîner l'intrigue, en tout cas du premier arc de Wicked Eve. Donc voilà, je te laisse. Vas-y, raconte. En gros, ce qui se passe, c'est que je suis désolé, j'ai l'impression de t'avoir coupé l'herbe sous le pied. Non, pas du tout. Je vais juste. Je t'en prie. En gros, suite à ce concert de Amaterasu, cette jeune fille se fait réveiller par Lucie, qui n'est autre donc que Lucifer, qui ressemble quand même pas mal à David Bowie, période 76-77, pour être précis. Et on va se retrouver très rapidement dans une autre pièce des backstage de cette salle de concert, dans laquelle Amaterasu est justement en train de donner une interview à une personne que les dieux entre eux appellent les non-believers, c'est-à-dire les personnes qui sont persuadées que tout ça n'est qu'une
grosse escroquerie pop et que tout Une opération com, une opération de com montée de A à Z où il serait même limite question d'hypnose de masse et de vastes fumisteries. De vastes fumisteries fallacieuses pour vendre des disques et des places de concert et se faire du pognon sur le dos des jeunes crédules. Et donc la personne qui interviewe est assez vindicative dans ses questions et dans la manière d'essayer de déstabiliser Amaterasu. Et Lucifer donc intervient en plein milieu de cette entrevue parce qu'elle en a marre de pas être prise au sérieux par les médias. Et juste à ce moment-là, une sorte d'attentat va être perpétré sur les dieux, ou en tout cas les pop stars et dieux et déesses supposés, par 2 snipers qui se trouvent sur l'immeuble d'en face, qui vont faire des morts. Et Lucifer va réagir instinctivement et de manière assez violente, on va le dire, puisqu'elle claque des doigts et ces 2 snipers explosent, littéralement. La tête explose, c'est splooch. Petite ellipse temporelle, on se retrouve au tribunal où Lucie est jugée et effectivement on se retrouve dans une situation un petit peu ironique puisque tout le monde, en tout cas les médias on suppose le gouvernement luttent pour essayer de contredire totalement, enfin de nier le fait que ces dieux existent et que ce sont juste des pop stars, et en même temps elle est quand même jugée pour avoir claqué des doigts et éventuellement tué 2 personnes. Donc elle, Lucifer, se fait un malin plaisir de pointer les paradoxes de ce jugement, de ce tribunal, et pour amuser la galerie, elle va claquer des doigts. Oups. Et buter le juge, quoi, tout simplement. Alors, sauf que oui, on sait pas. Elle clame son innocence, voilà. Et demande à Amaterasu d'amener auprès d'elle une autre personne de type déifique. Voilà, j'ai pas tellement envie d'aller plus loin parce que je pense que déjà là on a quand même. Mais la seule personne qui va rendre visite en prison à Lucie, c'est comment elle s'appelle déjà Laura Wilson. Laura Wilson, cette jeune fan qui de ce fait va se retrouver un petit peu embrigadée dans toute cette histoire de dieux vivants et de pop stars, et que elle de toute façon n'aspire qu'à en devenir un ou une. Donc le problème, c'est que parfois, be careful what you wish for, tu vois, parce que ça pourrait justement t'arriver. Donc voilà, Wigdiv, ça part sur ces bases-là, c'est-à-dire une sorte de mélange entre une réalité un petit peu glamour à laquelle on est, nous, confrontés tous les jours, à savoir des pop stars toutes puissantes qui ont ce pouvoir de fascination auprès de leur public, et si en fait c'était de véritables dieux qui avaient leurs propres agendas, on dit pas ça en français, leurs propres projets et sociétés, et qu'est-ce qu'ils viennent faire là, et voilà, c'est ça que développe cette série. Et il y a le personnage d'Ananke qui est dans les coulisses, donc qui est une divinité aussi, mais qui est, elle, ne disparaît pas. Elle est à part des 12. Et qui joue un peu le rôle d'agent, et en même temps, on comprend au fur et à mesure assez rapidement qu'elle a peut-être, elle aussi, son propre agenda. Yes. C'est vrai que c'est une série qui est surprenante parce qu'au départ, tu as cette impression qu'on va te parler pas mal du côté musique, pop, fandom, et puis plus tu avances et moins c'est ça. Tu as plusieurs arcs dans les récits, et je pense que les 2-3 premiers tournent encore un peu autour de ça, et puis de très vite ça vrille sur l'histoire, la réelle origine de ces dieux, de ces récurrences en fait tous les 90 ans, pourquoi c'est là, d'où ça vient, et je pense que les 2-3 derniers arcs, c'est 100% sur ça. Mais d'ailleurs, Kieron Gillen, il prend personne au dépourvu, parce que dès la fin de la première issue, dans son texte de fin, il explique que de toute fason, ça va bouger, qu'on va visiter plusieurs époques et tout. Donc dès le départ, il y a une intention de dire, voilà, on part sur ça, mais vous installez pas trop, vous installez pas trop confortablement, parce que très vite, vous allez être un petit peu dérouté, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. Après, je sais pas si vous avez été tous jusqu'à la fin. Non, j'ai pas terminé. Alors moi j'ai tout lu. Hop, hop, hop. J'ai tout lu, mais non, mais c'est juste pour dire que j'ai un petit peu
pas perdu le fil, mais sur la fin, c'est vraiment, on va vous expliquer depuis le début ce qui se passe. Et c'est pas que j'ai un peu lâché, mais c'était un peu trop, un peu too much. Je pense qu'ils ont peut-être voulu essayer peut-être pas de remplir, parce qu'ils avaient assuré dès le départ qu'il serait entre 40 et 50 issues. Et je me demande s'ils ont pas voulu presser un peu le truc pour ajouter des choses, pour essayer d'aller le plus loin possible. Mais bon, ça reste très très cool. Autant l'univers, les personnages qu'il a créés, il y a plein de mystères en fait, parce que dès le début, tu prends connaissance de plein de personnages. Déjà, il n'y a pas les 12. Donc tu supposes qu'il y en a qui doivent encore arriver. Ils vont arriver quand même assez vite. Et t'as plein de secrets derrière, de gens qui meurent, de gens qui ont l'air de manigancer des trucs derrière. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Après, sur le final, moi, je trouve qu'en tout cas, toute la première moitié se lit, se dévore. C'est vraiment très. Je pense que les 3-4 premiers arcs se lisent bien. Après, quand tu passes, hyper bien mené. C'est la phase impériale où là, c'est un peu plus tordu, mais bon. Ça se lit quand même très bien. Ouais. Mais c'est un univers qui est très riche, qui fait penser à Sandman dans l'étendue, dans la richesse du lore, des références aussi. Alors c'est moins littéraire que Sandman, c'est beaucoup plus musical bien évidemment, mais je pense que ça se positionne dans cette ambition là, et c'est très très réussi. Je trouve que aussi tout l'aspect mythologique, la façon dont il s'en sert, donc il n'y a pas besoin d'avoir fait un master religion du monde pour comprendre, hein, mais c'est chouette. En plus, tout est pas mal. Je trouve même limite que si t'as pas fait de master religion du monde, c'est un bon Reader's Digest, parce que finalement toutes les entités sont un peu expliquées via leurs actions et leur manière de se comporter. Tu comprends à peu près quelle est leur essence de base. Et du coup, et d'ailleurs, certains même, je trouve que c'est Bal en l'occurrence, il sait pas quelle incarnation. Il y a plusieurs incarnations. Parce que est-ce qu'il est une version un peu plus sympa, un peu moins sympa, il est pas sûr. Et après, on parlait de musique aussi, et sur Spotify, il y a une playlist. Il a mis en place une playlist qui est hyper bien, qui est hyper longue, où tu as vraiment toutes ces inspirations sonores. Donc tu retrouves vraiment tout ce qu'on a cité, de la Rihanna, du Bowie, et ça, je l'ai écouté au travail cet après-midi. Ouais, c'est vraiment chouette, et ça accompagne bien l'univers. Ben veut intervenir. Pas du tout, je m'appelle Jean-Eudes, je n'ai jamais lu de comics, alors je vous écoute, je voulais savoir s'il y avait quelques vibes Punk Rock Jesus ou American Gods dans tout ceci. Non. Aucune. Non. Parce qu'en vous écoutant parler, ça m'a fait penser à American Gods. À la limite, American Gods peut-être un peu plus, mais encore, c'est quand même très très différent. Punk Rock Jesus, rien à voir. Pas du tout. D'accord, merci beaucoup. Voilà, bonsoir Jean-Eudes. Merci pour ton intervention, Jean-Eudes. Et on t'en veut pas pour ton prénom de connard. Est-ce que Eh ben nickel pour tous les auditeurs qui s'appellent comme ça. Est-ce qu'on peut t'appeler J.E. Et puis non, après, on n'a pas trop parlé du côté visuel, mais c'est beau, hyper beau. Et petite mention pour les one-shots qui sont sortis, les spécifiques par année. Il y en a un qui est fait par Stéphanie Hans, et qui est hyper beau. Et c'est toujours Kieron Gillen qui écrit ? Ouais. D'accord. Mais il y a une issue aussi dans le 3e volume qui a été écrit, donc qui est consacré à merde, j'ai perdu un personnage en particulier. Ah oui, je sais plus si c'est Tara. C'est un personnage, c'est un dieu. Ah non, Amaterasu, c'est l'issue qui est consacré à Amaterasu, qui a été illustré par Stéphanie Hans, et c'est magnifique. Et il y en a une autre, tout le volume 3, il me semble, et assuré par différents illustratrices surtout. C'est ça. Tu passes de l'une à l'autre à chaque fois. Il y a tout l'Alotet aussi, et c'est très très beau. C'est vraiment chouette aussi la place qu'il donne à plein d'artistes différents. Mais ouais, Kieron Gillen, il s'entoure bien. Hein. Récemment, là, Dan Mora sur Once and Future fait quand même un boulot assez exemplaire. C'est bien Kieron Gillen qui écrit Once and Future, je me gourre pas. Oui, absolument. Et Die, pareil, l'artiste sur Die, j'ai complètement oublié le nom, mais c'était. Ah bah c'est voilà. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Vous n'allez pas vous me demander. Et après, on n'en a pas parlé aussi, mais c'est un comics qui met il y a genre énormément de queer LGBT, enfin ça en parle de manière hyper détendue. C'était quand même en 2014. Et je pense que c'est un des premiers comics qu'on a parlé de manière hyper... C'est marrant même parce que en le relisant, en relisant les premières issues, je me suis dit putain c'est drôle, ils abordent de manière très actuelle 2019 en 2014, mais même dans les éléments de langage et tout, c'était hyper woke en fait. Non mais c'est clair. Et, non, c'est chouette. Et effectivement ça sent jamais le forcing. De toute façon je pense que ça s'adresse à un lectorat qui
il vaut mieux que vous soyez ouvert si vous lisez The Wicked and the Divine, parce que sinon ça risque de vous tomber des mains. Mais ouais, je suis complètement d'accord là-dessus. Il y a quelque chose de très progressiste dans la manière de traiter les personnages et les sujets. Et chose qu'on n'a pas dit, donc Karen Gillan est britannique, et donc ça se passe dans un univers qui est plutôt britannique, de type Londres. C'est ça. Tout à fait. Et dans le métro aussi, londonien. Pour connaître des endroits et tout. Non, alors oui, effectivement, je sais pas s'il y a grand chose à rajouter, à part que, effectivement, si vous avez, ce qui est bien, c'est que là, comme tu disais, c'est terminé. Donc, si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous plonger dedans, vous savez que vous pouvez y aller vous allez avoir un début et une fin. Et pour ouvrir, peut-être effectivement, moi, ce que je conseillerais, c'est de faire attention à ce qu'a écrit Kieron Gillen, parce que au-delà de Wicked and Divine, Phonogram, moi j'avais trouvé ça hyper bien. C'est vraiment un auteur, je trouve, assez surprenant, parce que il y a toujours quelque chose de la mythologie dans ses thèmes et dans ce qu'il écrit, mais c'est toujours traité, je trouve, de manière très différente. Quand tu vois The Wicked and the Divine et là Once and Future qu'il est en train d'écrire en ce moment, c'est à des mondes, il y a des univers qui séparent ces deux histoires, et pourtant on reconnaît la patte de cet auteur que je trouve vraiment hyper intéressante. On parle énormément de Jeff Lemire dans cette émission, mais moi, Kieron Gillen fait un petit peu partie de mes chouchous aussi. Il faut lire aussi Young Avenger de lui, qui est super. Tout à fait. Mais attendez, on sait pas ce que Sam en a pensé. Mais oui, pardon Sam. Oh, vous inquiétez pas. Non, parce qu'en fait, vu que s'échapper pour dire qu'il n'avait pas lu, donc c'était Si, j'ai lu, mais j'ai pas lu énormément. Du coup, j'en parlerai beaucoup moins bien que vous. Mais non, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que t'en as lu quand tu dis pas énormément? T'en as lu combien? J'ai pas lu le premier volume en entier. D'accord. Donc j'ai pas fini le premier volume. Moi, ça m'intéresse Mais du coup, je trouve ça assez intéressant. Tu sens qu'il y a du potentiel et des choses qui vont arriver. Donc je vais continuer. Je suis assez chaud. Non, le truc sur lequel je suis pas complètement à fond avec vous, c'est sur l'illustration, que je trouve pas moche, c'est beau, mais c'est très académique, que je trouve, et je trouve que ça manque de caractère, et on n'est pas vraiment plongé dans du divin, dans quelque chose d'aussi puissant que ce qu'on voudrait nous raconter. Mais alors, je me demande si c'est pas, je comprends ton point de vue, et je me demande si ça sert pas justement le récit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de presque, toi, ce que tu qualifies de classique, moi je trouve presque il y a de l'artificiel en fait dans tout ça. Ouais. Et alors peut-être que c'est juste moi qui fantasme le truc, mais quand je lisais, et je me suis refait la réflexion en relisant là, c'est que toute cette ambiguïté sur est-ce que c'est du fake, est-ce que c'est vrai, est-ce que on t'envoie pas un petit peu de la poudre aux yeux, je trouvais que justement l'illustration assez presque lisse, sans vraiment d'artifice et de relief, tout en étant hyper coloré, tu vois, avec vraiment des couleurs très pétantes, mais peu d'arrière-plan et de... je trouve que ça sert le récit, mais après c'est le point de vue de chacune et de chacun des lectrices et des lecteurs, c'est sûr. Oh bah super alors. Donc c'est bon, on a tout dit. Non, parce que du coup, Wicked and Divine, donc un comics que vous pourrez trouver en français et en anglais. En français chez Glénat, en anglais chez Image. Donc chez Glénat, c'est pas encore terminé, il reste je pense 3 tomes à sortir. C'est de l'anglais, c'est pas dur à traduire. Ça sera fini en 2020. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc vous pouvez vous le procurer et en discuter partout avec nous ou avec vos propres proches. C'est pas si mal que ça. C'est la fin de cette émission. Ah, c'est la fin de cette émission. Oui, parce que il n'y a pas de hors les bulles. Le son de c'est Joe, le hors les bulles. Pas le bonus. Ouais, je suis complètement hors les bulles. Et comme du mec. coup, ça serait pas le moment de remercier les patronautes? Oui, parce que tu as une liste désormais. Eh ben, on peut remercier Vincent, Joanny Julien, Alak, Matt Satonaka, Perchak, Ben Folstown, Lionel et Fanny, Frédéric Lieto, Pras, JP Perron, Florian B, John Couscous, Guillaume Rocher, Damien Desey, Paul Gara, Renaud Gomez et Jojo Nathan. Oh, je connais pas lui. Jojo Nathan. Alors que John Couscous, tu connais bien. John Couscous, je connais bien. Si votre nom était mal prononcé, ne vous plaignez pas. Ouais, prochaine fois, je le ferai en mode voix sexy. Merci les patronautes, vous êtes vraiment des petits Samedi, merci. On espère que vous avez pris des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Non, parce que c'est le meilleur moyen de jamais les faire. Ouais, non, mais prenez pas de résolution, faites tout ce que vous voulez au rythme que vous voulez, ne vous mettez aucune pression. Ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous devez faire. Attention, à votre rythme. Pas de nouvelles résolutions sur vos tablettes pour lire les comics. Oh là là. Ça marchait. Non, mais on a pas Si, tu passes en 4K, Mais qui les a invités? Bon, c'est le moment, Sam, que tu nous fasses le pitch Patreon.
Le pitch Patreon. C'est maintenant. Allons-y. Alors, si vous avez trop, c'est ta punition pour là, pas on est à la avoir fin de lu l'année. Wiki dans l'entier. Mais non, début de l'année. Vous avez eu de l'argent à Noël. Vous avez eu de l'argent à Noël. Vous ne savez pas quoi en faire. C'est le moment de partager avec les copains de Comics Alors, Outcast. si vous ne savez pas quoi en faire, j'ai 2-3 jeux de plateau à vous faire acheter, qui sont vraiment très bons là. Non, mais par contre, tu peux dire que là, aujourd'hui, on enregistre dans un studio qu'on squatte très gentiment pour le tester, mais que financièrement, si vous souhaitez nous aider en participant au Patreon, et ben ça pourra nous permettre d'enregistrer dans ce studio, qui fait qu'on a un son qui est quand même plutôt propre, il n'y a pas d'écho, et on dérange pas le salon d'Adrien, qui peut garder sa vie privée et intime pour lui. Et on n'a pas besoin de marcher sur des œufs pour aller chercher de l'eau ou aller aux toilettes. Peut-être qu'on dira qu'il faut que je ferme ma gueule, mais c'est quand même un studio avec un suffisamment de confort d'assises pour accueillir peut-être un Patreon ou d'autres de temps en temps. Quoi, bien placé. Et qui est aussi plutôt bien situé de manière de transport et géographique, c'est-à-dire que même pendant la grève, il y a des métros qui vont jusqu'à cet endroit. Tout à fait. Alors, on vous dit pas où on est, mais alors, si la personne habite sur la ligne 1, sinon c'est bon. Ou 14. Ouais. Ah oui, les deux lignes automatiques, c'est quand même. Je crois qu'il y a pas mieux. Ah non, il y a 2 endroits. Franchement, je trouve ça génial. Vous savez où on est, quoi. Voilà, on est à Paris. Voilà. Et on n'est même pas loin d'un autre grand studio de podcast. Tout à fait. Oh, elle vient de politiser l'émission. Vous savez pas qu'on était à droite. Non, sinon, quoi dire d'autre? Prochaine émission le 17 janvier. C'est dans longtemps, 134e émission. Oh là là. Après, j'ai mis salut. Ah non, oui. Et il est encore temps de voter pour les Bouya Awards. Ah oui, les Bouya Awards 2020. Voilà, il y a le formulaire qui doit traîner un petit peu partout, donc n'hésitez pas On va à le cliquer reposter et à prochainement là. Même dans vos toilettes. Voilà. Et on a une idée un petit peu de cette émission des Bouya Awards. Oui, alors. Oui, les Bouya d'or. Oui, bon, les Bouya d'or. Les Bouya d'or auront lieu Énergie Musique en d'or. janvier, donc Oui, pendant le ça, c'est mois sûr. où vous écoutez le podcast. Voilà. Il sera diffusé fin janvier, le Voilà. mois où vous écoutez ce C'est podcast. ça qu'on veut. Et Ils se font voilà, en direct. à un moment, on le fera Ah bon? Non, non, absolument en pas. public, pas en direct, en public. Pardon. Ça, je m'étais prévu. Ce sera condition directe. Voilà, à tout On aura moment, un câble Ethernet, on aura sur une Twitch. date et un lieu à vous proposer. Et si vous voulez, on fera un petit événement et vous serez cordialement invité Écoutez, à laissez venir, Comics Outcast à venir faire son assister. travail. Vous serez invité à venir assister à la cérémonie, bien sûr, participer à Avec des jeux, à des activités. gagner des Il y aura cadeaux. peut-être même des choses à gagner. Et puis surtout, il y aura Surtout, il y aura une partouze. Non, mais je surtout- pense qu'il n'y aura pas peut-être. presque. Il y aura pas presque. peut-être On va- des choses à si, gagner, il y aura forcément- on on a échangera trop de des trucs, là. miasmes Ah, partouze. autour de bière. Donc ça c'est sympa. Si la gastro est encore en cours, on pourra se la partager. Oh, c'est ça. Ah, Ouais, si, c'est possible. tu vas dans le futur, toi. hein. Bouya d'or sous le signe de la grève et de la gastro, c'est quand même, ça fait rêver. Bah, Bah, c'est- ça fait partager tout au Tu sais, premier degré. On est tous ensemble dans l'adversité. Exactement. Et voilà. Et ça aussi c'est possible grâce au patronaute. Donc voilà. Voilà, Pas trop la prochaine noté. émission. Voilà. Patreon, à bientôt. Remerciements, merci à tout le monde. Merci Oui. à Nivrae, à Sam, à Joe et à Lulu. Et merci aux squatters aussi. Et Adrien aussi. Adrien, Qui mangeait si vous des êtes deux œufs, notre Ferrero réalisateur Rocher d'or. qu'on aime d'amour, Sur le canapé, comme si de rien tous les n'était. jours dans la barre. Je sais, je fais exprès pour vous montrer C'est pas à quel point Ferrero je suis Rocher, vieux. c'est Ferrero Rocher Awards. Et si vous êtes patronaute, vous aurez le droit à un bonus. Et on va bien Parlant de s'amuser. bonus, Ouais, si bah, vous avez un putain. petit jeu. Et là. alors ouais, on va faire un ce petit jeu. jeu. C'est un petit jeu. Allez. Grand quiz. C'est un grand C'est un quiz. jeu qu'on va pas présenter dans Défaussé, ça. Voilà. Et que Trus aussi, et Ben et Zaf qui étaient là sur le canapé. Eric, t'es super, on t'aime. Oui, oui, oui. Dites-nous, là, pendant l'émission, là, on a fait des photos et des vidéos, on les a postées un peu partout. Et il y a des photos exclusives de Kietrus sur le Patreon. Tu vas faire un reportage en live sur Patreon. Donc dites-nous si Parle en français Patreon, normal. dites-nous si ça vous plaît, ce genre de pote. Par contre, si vous n'êtes pas Patreon, vous voyez pas les photos, donc soyez Patreon. C'était Voilà. donc le les reel Simpsons. de Ben pour son prochain doublage. Ben Simpson. Donc si... Ah non, le lance pas. Première émission de l'année. Généralement, dans les j'en cérémonies, profite. quand la musique augmente, c'est qu'il faut te barrer. Ouais. Là, C'est-à-dire que maintenant, c'est l'heure du bonus. Que dit Tom Cruise pour faire des vocalises? Ma momie me mue. Du verbe muer. C'est pas Non. Mila Il a joué dans La Momie. Oui, mais c'est le pire film de Tom Ah, Cruise, c'est mec. horrible. Il est Tu peux horrible. pas- C'est le pire film. Le pire film de sa carrière, quoi. C'est vraiment le pire film de sa carrière. Ah oui, oui. La momie Que dit Ah, Doctor oui, oui. Strange pour ses vocalises? Pape Popu, non?
Dormammu. Dormammu, man. Oui. Dormammu Momu. Dormammu Momu. Lors de sa première apparition, Dormammu. avant d'obtenir ses pouvoirs, Carol Danvers, Captain Marvel, apparaît dans le comic book de son Tu serais pas en train de teaser le bonus Patreon exclusif que pour les patriotes?